pour démarrer là, d'où partait mon itinérance. Fait que j'ai 50 ans. Mais il y a 15 ans passés, ma sœur jumelle. C'est drôle comment je suis fébrile. En fait, il y a 15 ans passés, ma sœur jumelle va être atteinte du cancer du sein. 15 ans passés. Wow. Fait que, à son décès du cancer du sein, je vais me retrouver à plus rien faire. À plus rien faire. Ça va m'amener dans un périple de 12 à 15 années d'itinérance. Ma soeur va mourir, puis après ça, je vais être en appartement, puis je réponds plus à rien, puis je fais plus rien. Je suis dans un état larvé, quoi. Et puis à cet effet, ben, je vais me retrouver comme itinérant, comme ça, du jour au lendemain. En pyjama puis une brosse à dents. Je vais commencer mon périple d'itinérance comme ça, à Terrebonne, puis je vais me retrouver à Montréal. Je m'appelle Vincent, j'ai 33 ans. Puis je suis rendu en appartement, ça fait 8 mois que je suis sorti de la rue. Comment tu t'es trouvé dans la rue? Ok, bon ben moi ça a été des périodes d'itinérance, ça a duré environ 5-6 ans. Ça a été cyclique. J'ai pas passé 6 ans d'affilée dans la rue, mais j'ai eu dans ces 6 ans-là au moins 5-6 périodes de 4 à 5 mois. Puis l'hiver tout le temps. Fait que qu'est-ce qui m'a amené à la rue? En gros, ce qui m'a vraiment apporté à la rue, c'est la consommation. La consommation de drogue. Ok, je recule, v'là 6 ans. Attends, je recule loin. Peut-être 26 ans environ. J'avais une blonde, ça arrive sud, puis je travaillais. Moi, je suis couvreur, j'ai travaillé depuis que j'ai 18 ans que je fais des toitures. Puis j'avais une blonde, elle avait des enfants, puis j'étais écœuré de... J'étais pas bien, j'étais pas heureux. Je consommais, je travaillais, puis je dépensais. Je me ramassais jamais rien. J'en ai fait de l'argent. Les autres gens que j'ai côtoyés dans ma vie qui ont fait la même chose que moi, puis qui ont pas pris les mêmes choix, qui ont pas dépensé les mêmes montants, ont toutes des maisons ou des business ou beaucoup de biens matériels en tout cas. Fait que j'étais écœuré de tout ça. Du jour au lendemain, ben j'ai tout pacté mes affaires dans mon truck, mon linge, mon snowboard, mes affaires, j'ai mis mon stock dans l'entrepôt. Puis j'ai commencé à suivre les croix dans les montagnes, je savais pas où je m'en allais, je suivais les croix. Je suis parti de Chambly, je me suis ramassé à Sherbrooke. C'est là que ça a commencé. Comment ça vit un itinérant? C'est quoi ça? Ben en fait, dès le début, quand je suis parti de Terrebonne, je veux dire, on s'accroche à un, on s'accroche à l'autre, ça veut dire on couche là, on couche là. Puis bien qu'à un moment donné, ben ces ressources-là, ben sont occupées, je veux dire, ils travaillent, puis c'est comme si ça devient trop lourd pour eux autres. Fait que c'est comme à un moment donné, je vais décider de partir à Montréal. Parce que je pensais que c'était ça qui est le mieux. Puis à ce moment-là, ben, Montréal, il y avait plus de ressources. Mais Montréal, ça a été quelque chose. Montréal, l'itinérance, Montréal, je vais la prendre à la dure. Oui, je suis considéré exactement comme un extraterrestre. Je l'assume pleinement aujourd'hui. Il y a beaucoup d'itinérants, il y a beaucoup de drogue, il y a tout un processus aussi là, pour l'hébergement. D'attente, puis en fait, c'est quelque chose. Tu te retrouves dans un contexte où tu suis un troupeau d'itinérants, puis à un moment donné, tu développes une genre de mode de vie à travers ça. Puis, mais sans oublier chaque jour la drogue. Parce que la drogue, en fait, on l'apprend, ou je l'apprenais, pour vivre cette réalité-là. C'est confrères qu'on sort de rue, je peux comprendre pourquoi ils sont aussi stones que ça, parce que humainement, ça prend. En fait, moi, je considère aujourd'hui, il n'y a pas grand gars qui m'arrive à achever sur l'endurance psychologique et physique que j'ai pu me faire vivre. Ça n'a pas été facile. Mais quoi vous dire de plus, je veux dire, c'est comme à un moment donné, tu développes des systèmes là-dedans. Ça devient le routine. Là, tu pars dans la rue. Quand on est dans la rue, Tommy.
On est ceux qui vivent. Je sais pas pourquoi, moi, c'est comme si dans la rue, j'étais comme plus protégé. Je sais pas, c'est comme... Je peux dire qu'on dort pas, on dort pas sur un coin de rue, ben paisiblement, comme on dort dans un lit, dans un appartement, puis ça, c'est certain. La drogue, t'en prends pour t'embrouiller, mais elle va, elle aussi, prendre place, puis ça fait que ça, t'en prends plus pour t'embrouiller, t'en prends pour vraiment t'embrouiller puis te geler comme il faut. Moi, la rue, je connaissais pas ça, je savais pas comment ça marchait, ça s'est fait de même. Je me suis ramassé là-bas. À ce moment-là, ma spiritualité, je la connaissais pas encore. J'ai tout le temps su qu'il y avait quelque chose de plus fort que moi, j'ai tout le temps eu la foi depuis que je suis né. Fait que je suivais les croix, je savais pas pourquoi, je suivais les croix, puis quand j'ai changé de poste de radio, puis j'entendais des prières. Je vous salue Marie, pleine de grâce, puis fait que je me suis ramassé à Sherbrooke. Puis je savais pas pourquoi. J'étais juste écœuré. Dans le fond, je voulais mettre fin à mes jours. Si je te pose la question, Vincent, admettons, t'arrives à Sherbrooke, y a-tu des peurs qui s'installent? Ok, ouais. Moi, je suis dans mon truc. Tu sais, la rue, la façon que je l'aperçois, à ce moment-là, moi, je vois, selon ce que j'ai vu, les reportages de Canal D ou peu importe, je pense que c'est dangereux, puis tout. Puis c'est dangereux quand même un peu. Ok, bon, ben quand je suis arrivé à Sherbrooke, première chose qui m'est arrivée, ma première expérience de rue, que je peux dire un peu négative, je parque mon camion, je vais me promener. Là, je décide, là, je suis en exploration. J'ai une liberté que j'ai pas connue. J'ai tout le temps eu un toit, un loyer à payer. Bon, ben là, je peux faire ce que je veux, j'ai tout mon temps. Je m'en vais dans un quartier, dans le coin de Galt à Sherbrooke. C'est un quartier vraiment défavorisé, puis ça brasse. Puis je pose mon sac à dos. Puis dans mon sac à dos, j'ai mon DVD, j'ai des CD, j'ai plein de trucs qui vont changer des revues. Puis j'ai reçu un appel, je marche, je fais 10 pas à peu près, je me reviens, puis mon sac à dos il est plus là. Fait que là je réalise dans quel game que je viens de m'embarquer, tu sais. Je connaissais tellement de monde que... Mais encore là, oui. T'es avec des gens qui sont tous en survie, fait que... En fait, des fois, c'est comme tu voles ton prochain, tu le voles pas parce que tu veux le voler, tu le voles parce que t'es en survie. J'étais chanceux à Montréal, je me suis lié d'amitié avec un gars qui mesurait 6 pieds 10, une armoire à glace. Il n'y a pas grand monde qui m'écœurait quand je m'arrête à côté, ça a été sûr. Hein? Ça ressemble à quoi la famille qui t'a connu quand tu étais en appartement? La famille, les amis, les amours? Comment qu'on se fait des amis? Comment qu'on tombe en amour quand on est dans la rue ou qu'on est tout le temps en transition, appartement, rue? Ouais, ben ça m'a créé beaucoup de solitude. Je pourrais dire, la famille de laquelle je viens, moi j'ai une famille quand même financièrement à l'aise, avec des bonnes valeurs, j'ai pas rien manqué, j'ai eu de l'amour, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de drame. Fait que je veux dire, au point de vue de mes proches, ça a été dur à comprendre. Pourquoi Vincent, qu'est-ce qu'il a fait pour se ramasser là? Il a tout eu, il paraît bien, une bonne job, une bonne famille, de l'amour, de l'abondance. Pourquoi il s'est ramassé là? Difficile à comprendre. Les amitiés, tu sais, les gens que tu rencontres, est-ce que tu dois être méfiant? Est-ce que tu fais confiance rapidement ou... Ça, t'apprends sur le tas. Dans la rue, il y en a autant que tu vas te faire des alliés, autant que des ennemis. Tu dois faire attention, mais je voudrais dire, en général, la règle, les gens s'entraident, là. Les gens s'entraident puis se soutiennent, puis ils se protègent. Pour en revenir à nos dons, moi j'ai diagnostic de TDAH, bipolaire, TPL, puis peut-être schizophrène, ils ne savent pas. Fait que je préfère m'identifier comme mon ami extraterrestre. Là, c'est la psychiatrie qui arrive. La psychiatrie avant les ressources, avant la rue. Okay. Là, mentalement, j'étais perdu. C'est ça qui est arrivé. Dans le fond, je me suis ramassé à l'hôpital. J'ai passé 2 semaines en psychiatrie à Sherbrooke. Puis là, on m'a diagnostiqué bipolaire type 2. Donc, à ce moment-là, on me donne une médication. Beaucoup de médication. Puis comment tu réagis face à ça? Ben là, sur le coup, moi je prends un pilule, je prends leurs affaires. J'ai à peu près 15 pilules à prendre par jour. J'en ai beaucoup. Là, ça coupe tout. Là, mes émotions, je les vis plus. Le goût de vivre, ma joie de vivre, ma spontanéité, mon enthousiasme, je perds tout ça avec la médication. Tu sais, moi, j'ai pas bien consommé dans la rue. Mes épisodes d'itinérance, la majorité du temps, ça a été sobre. C'est quand j'arrêtais. Quand j'arrêtais de consommer, dans le fond, je me ramassais en psychiatrie. Puis quand je sortais de la psychiatrie, c'est ça la zone. On dirait qu'ils savent comme pas où te mettre. On le met où après? C'est où qu'il va, tu sais? Okay. Y a-t-il une maison, un centre de thérapie? Il n'y a pas de transition, en fait. Une réinsertion sociale, c'est ça. T'es diagnostiqué, on te donne des pilules, retourne chez vous, travaille, tout va bien aller. C'est un peu de même que ça fonctionne, tu sais.
Fait que je pourrais dire que, selon moi, quoi, 90% du monde qui sont dans la rue ont pas une santé mentale, en tout cas un diagnostic. Là, tu te ramasses dans la rue avec tes médicaments, retourne chez vous, prends ça. Fait que là, t'es prends, mais à un moment donné, ouais, ça marchait pas, fait que je me regarochais dans la drogue. Ce que tu nommes dans le fond, c'est que tu te retrouves dans la rue parce qu'il n'y a pas de transition qui se fait entre l'hôpital et la rue, tu n'as pas de place à aller. C'est ça. Ben, il y a des logements supervisés, OK. mais il y a des listes d'attente, puis c'est long. Comme à Sherbrooke, ils voulaient me mettre dans un logement supervisé à un moment donné, mais le temps que je rencontre la personne, puis que je me ramasse dedans, ça a été trop long, fait que moi, ça a été la rue, tu sais. Comment ça se fait que tu te retrouves à Joliette? Je me suis retrouvé à Joliette parce que j'ai suivi le 7 de Montréal à ici, puis je l'ai tatoué à cela dans le cou. Puis je me suis retrouvé à Joliette. Quand je suis arrivé à Joliette, je me suis aperçu de la micro-société qu'il y avait pour les itinérants. La micro-société. Le dortoir ici à Joliette, il y avait quoi? Il y avait, je pense, 8 personnes qui pouvaient dormir là. Puis un dortoir à Montréal, on est entre 60 et 80 par dortoir. Puis laissez-moi vous dire que à Montréal, les schizophrènes, l'autre en Abitiskidou l'été qui se lave pas, ça fait un mois. Moi aussi. Les punaises de lit aussi, qui étaient nos grandes amies d'un dortoir. Moi, je me souviens à Montréal, je dormais pas pendant des 5, 6, 7 nuits. Puis je me gelais pour pas dormir parce que je voulais pas rentrer dans ces places-là parce que c'est complètement fou, là. Je veux dire, tu te retrouves avec la masse de tout ce qui est bas-fond. Ben, la grosse souffrance, c'est là, c'est comme... ouais. Puis là, tu te retrouves à Joliette, Tony. Ouais. Puis à Joliette, bon, tu passes un bon temps quand même dans la rue. C'est là que je t'ai connu, en fait. Ben, Joliette, il faut dire que c'est la palme d'or. Je ne devrais pas tous vous inviter ici, les itinérants, là, mais c'est la palme d'or pour les ressources humaines. C'est vraiment dans toutes les sphères, les déjeuners, c'est vraiment du lundi au vendredi, 2 places pour aller déjeuner. Il y avait une autre place la nuit où on pouvait aller rentrer, sortir toute la nuit, puis de minuit à 6 heures le matin, puis on pouvait rentrer et sortir. Parce que la plupart des places à Montréal, quand tu es rentré pour le dodo, il faut que tu restes là, puis à ce moment-là, tu peux plus sortir, c'est très, très, très strict. Fait que, puis le dortoir, l'effet micro-société, l'effet que ça te retrouve plus en petit, ben je me suis dit, ben au fil du temps, je vais faire de quoi ici avec ça, puis j'ai été beaucoup épaulé avec le communautaire, les gens que ce soit les travailleurs de rue, que ce soit les intervenants, j'ai été beaucoup aidé à Joliette. Comment t'as abouti à Joliette? J'ai eu mon épisode d'itinérance à Sherbrooke. Après ça, j'ai sorti de ça, je suis retourné dans ma conso, mon travail, métro, boulot, dodo, conso. Moi, c'est drôle à dire, mais quand je consomme, travailler, payer mes comptes et tout ça, ça se fait pas mal plus que quand j'arrête tout. Dans le fond, ça reproduit le même épisode encore. J'étais à l'Assomption, j'avais un logement à l'Assomption, puis j'ai perdu mon logement. Fait que j'ai checké les ressources, j'ai checké sur mon cellulaire, centre d'hébergement pour sans-abri, puis ça m'a sorti un centre à Joliette, un dortoir, où est-ce que je pouvais aller. Je suis parti de l'Assomption, je suis allé coucher là, un soir. Le lendemain matin à 8h, tu t'en vas, puis de 8h le matin à 8h le soir, tu t'arranges, tu fais tes trucs. Fait que moi je couche là, ils me donnent un repas, une douche, tout ça, je me couche. Je sors de là, puis on me dit que je peux rappeler le lendemain si je veux y retourner. Je rappelle, j'y retourne. Mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand tu rentres là, ben, si tu veux aller prendre une marche, ou aller consommer, ou fumer une cigarette, peu importe, un coup t'es rentré, ben, tu peux plus sortir. Puis il y a des règles, il y a des choses à faire. Fait que, il y a ces ressources-là, mais à un moment donné, on préfère coucher dehors. C'est strict, là, tu sais, je veux dire, passe 11 heures, tu peux pas aller fumer une cigarette, là. C'est pas fait pour Vincent. C'est ça, exactement. C'est des bonnes ressources, c'est des très bonnes ressources, mais je veux dire, t'es perdu, t'es mélangé mentalement, puis tout ça. Puis souvent, dans ces situations-là, tu fais de l'insomnie, fait que tu veux sortir pour aller fumer. Fait que, puis là, tu te lèves, puis tu demandes ton manteau, puis tout, puis ils disent que si tu sors, ben tu rentres plus. Comment ça s'est fait la transition, mettons, là, de je suis dans la rue à ton premier appartement? C'était quoi les défis, mettons, une fois que tu as eu l'appartement, parce que ça n'a pas été la fin des haricots?
Ah non, les appartements, je n'ai eu 7 en 7 ans. Puis c'est pas juste par vouloir. En fait, psychologiquement, je me suis aperçu qu'au fil du temps, je vais passer tellement de temps à l'extérieur que je vais développer un syndrome de l'extérieur. Fait que quand je vais être en appartement, j'étais obligé de sortir et puis je me sens trop... Je deviens comme fou entre ces 4 murs. Fait que ça va me prendre tout un apprentissage. Puis une patience d'en faire. Puis, je vais essayer d'expliquer souvent aux propriétaires que je paye souvent mon loyer en retard, que, tu sais, que lui, s'il s'en va dans la rue, il va beaucoup patiner. Ben, c'est comme l'effet contraire. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à payer au mois parce qu'en fait, en fait, j'arrivais quand même là, de 10 ans d'itinérance avant de prendre mon premier loyer. Là. Quand même. Et puis, c'est ça, je veux dire, j'essaie de faire comprendre à beaucoup de gens que le muscle au niveau de la dépense, c'est pas fait de la même façon. Puis l'effet privation, le fait de juste être privé pendant un mois complet sans argent, ça a un effet dépensier, ça a un effet où quand tu reçois ton argent, ça se fait même pas pour la consommation. Ben, t'as envie de te gâter, t'as envie parce que t'es tellement dans la privation. Ça fait que ça a toutes des répercussions sur la façon que tu payes ton loyer. Fait que je vais me retrouver souvent aussi à la rue. Ah oui, puis ce fait-là que je voulais vous parler, que j'en ai parlé tantôt, c'est plus longtemps que j'ai exercé quelque chose dans mon passé, plus longtemps il va m'être difficile à m'en débarrasser. Puis ça vaut pour tout le monde, demander au psychiatre, demander au psychologue, ça vaut pour tout le monde. Fait que moi, mon mental est allé enregistrer des zones ironie, la rue, de sécurité. J'ai eu un appartement, puis la plus belle de toute ma vie. Ça a été ma premier appartement que j'ai eu à Joliette. Les plafonds aux cathédrales, puis de toute beauté. Après 2 ans, 2 ans et demi, en 4 jours, j'ai tout vendu. Je me retourne à la rue. Il y a des tantôt je ne comprenais pas. Aujourd'hui, je le comprends un peu plus. Est-ce que c'est dur à s'adapter, admettons, quand tu rentres dans un appartement, là, puis là, t'es tout installé. Moi, c'est parce que j'ai su qu'il y en avait même encore là, même comment qu'il y a un lit, il couchait à terre quand même. Ah, moi, je couche encore à terre, hein. Tu vois, moi, je couche chez des douillettes, je couche encore à terre. Ouais. Toute une vie à se briser, toute une vie à se reconstruire, mais pas assez d'une vie pour se reconstruire. Wow. Si je te pose la question, Tony, à savoir, y a-tu de quoi qui te manque depuis être dans la rue? Ben, je te dirais que qu'est-ce qui me manque le plus en appartement, c'est l'isolement. Il y a toujours quelqu'un dans la rue, il y a toujours quelque chose dans la rue. Il faut que tu bouges, il y a toujours... c'est comme si... il y a toujours quelque chose d'actif dans la rue. Il y a toujours quelque chose d'actif il y a toujours quelque chose. Fait que chez nous, je suis en appartement, j'ai pas de téléphone encore. Fait que chez nous, l'isolement va... Je te dirais que le plus de contact humain me manque, parce que c'est pas tout à fait facile. Si on pouvait attendre 2 heures, puis se faire refuser l'entrée, à moins 40 dehors. Fait que ça, c'est comme... C'est sûr que je préfère mon appartement au niveau confort. Ouais, t'es souvent dans l'attente. T'es constamment dans le besoin. C'est pas compliqué. C'est fou, hein, parce que j'essaie de vous en parler à quel point que ça m'a marqué. Puis c'est comme si j'avais pas de mots qui me sortaient. C'est comme si j'avais pas... C'est comme si c'était inexplicable. Cette obscurité-là. C'est moi. Puis longtemps, je me suis senti différent parce que j'avais parcouru ça. Parce que mon parcours va me démolir, va vraiment... La plus grosse peur dans l'appartement, c'est quoi? Est-ce qu'il y en a? À l'appartement, je te dirais... En fait, l'appartement, ce que c'est comme si j'ai moins le besoin de sortir. Parce que moi, aux 3 heures, il fallait que je sois dehors. Puis sinon, ben, c'est comme si j'étais envahi de forces maléfiques dans mon appartement, dans ces murs-là. Puis j'arrive plus à respirer. Puis un autre tantôt, j'avais même fait un gros mur là, pour empêcher le voisin là, que son énergie passe. Pas savoir si c'est vrai, pas savoir si c'est pas vrai. C'est où ce que je partais dans ma tête au fait d'être enfermé. Ça va m'amener bien longtemps à pas être en mesure d'être bien dans j'appelle ça ce cube-là. Je te pose la question. Là, aujourd'hui, tu es en appartement. Ouais. OK? Puis, est-ce que c'est dur de rester en appartement? Ou des fois, admettons, y a-t-il des étapes de ta vie ou présentement qui feraient en sorte? Oui, C'est bon de partir à Cuba. oui, c'est ça. Là, ça fait 8 mois que je suis en appartement. Puis cette semaine, il s'est passé un événement. J'ai eu une mauvaise passe. Puis moi, c'est un de mes réflexes. Là, quand ça va mal, c'est de tout crisser là, puis de m'en aller, puis de fuir.
Mais je peux dire au monde, faites pas ça, c'est pas la solution. En général, ça règle pas les choses. Là. De fuir un problème plutôt que de l'affronter. C'est plus difficile quand tu as un problème de santé mentale, de faire un logement, Ben oui. avec ce que tu connais. Ben oui, parce que tu sais, quand t'es sur un high, puis tu travailles, puis que ça va bien, puis que, tu sais, comme qu'ils appellent le bipolaire, c'est ce qu'ils appellent, le high, puis le down, là. Ben ça va bien quand t'es sur le high, là. Mais quand tu pognes le down, payer tes comptes, te faire manger, t'occuper de ton logement, c'est pas facile, là. Ça veut-tu dire que quand tu nommes ça, que d'avoir quelqu'un qui pourrait te guider là-dedans, ou te soutenir dans tes démarches, ça permettrait-tu à ces personnes-là de peut-être avoir plus le sens de prendre les responsabilités, tu sais, d'être capable plus de s'ordonner dans, bon, faut que je paye mon logement, faut que je paye ici. Tu sais, le service qu'ils pourraient avoir après avoir sorti de l'hôpital, est-ce que ça pourrait être nécessaire puis très aidant pour la personne, justement, pour réussir à payer son logement puis... Bon, en fait, je pense que ce qui manquerait au Québec, ce serait des ressources, comment je pourrais dire, des centres de réinsertion. Parce que tu te ramasses à l'hôpital, il n'y a plus de place à l'hôpital, il n'y a plus de place nulle part. Fait que ce monde-là, ils se ramassent dans la rue, ils savent pas. Tu sais, t'as de la misère à gérer ton humeur. Tu sais, tu fais quoi? T'as de la misère à t'occuper de toi, comment tu veux t'occuper de logement? C'est positif dans la rue? Est-ce que t'as appris des choses? J'ai appris plein de choses. J'ai appris plein de choses sur apprécier. Apprécier un sourire de quelqu'un, un repas, une soupe, un verre d'eau. Tu sais, les choses que quand t'es dans... C'est comme avant que je le vive, là, quand je travaillais et tout ça, tu sais. Un repas, c'est un repas, tu sais. Master, ben, quand je prends un repas, ben, c'est merci mon Dieu pour ce bon repas, tu sais. Quand que je me couche dans mon appart, dans ma chambre, dans mon lit chaud, tous les soirs, c'est le même, tous les matins, tous les soirs, je prends mon café, c'est merci, j'apprécie. Parce que des fois, quand t'es dans la rue à moins 30, t'en as pas de café puis t'en as pas de lit. Puis c'est long en Christ. J'ai eu des belles expériences, mais je peux dire que j'ai marché, puis j'en ai bavé, puis j'en ai broyé, puis... Non, c'est pas facile la rue. C'est pas facile. On vit dans des airs où c'est comme si la société était rendue de plus en plus indifférente ou sensible. Je vous dirais que merci à Joliette de dernier 7 ans pour là où je suis au niveau de l'équipe. C'est bon. Ouais, pis c'est pas l'itinérant qui va vous attaquer, là. Je vous garantis que c'est pas l'itinérant qui va vous attaquer. J'en côtoie encore aujourd'hui, pis... C'est pas eux autres les plus méchants, je vous garantis. Vous avez autour de vous autres des bien plus méchants que ça, je vous garantis. Par rapport à la santé mentale, tu parles que tu as eu des diagnostics puis tout ça, puis comment qu'on se voit comme personne, toi, là, comment tu t'es vu, puis comment que le monde t'en vu aussi? As-tu l'impression d'avoir vécu des préjugés? Puis si tu avais un message à nommer au monde qui ont des préjugés face à la santé mentale ou quoi que ce soit? Au niveau de la santé mentale, souvent j'entends dire du monde, mettons, tu sais, check les schizophrènes ou check les bipolaires, c'est un truc de fou, tu sais. Ces gens-là, moi j'en ai fréquenté beaucoup, j'ai passé beaucoup de temps en psychiatrie. Puis dans la rue aussi. Puis c'est pas des gens méchants, là. C'est pas des gens méchants, puis c'est pas de leur faute, là. C'est pas de leur faute, puis il y a des gens là-dedans qui ont jamais consommé de leur vie, là. Il y a des gens qui sont diagnostiqués schizophrènes ou bipolaires, ou peu importe, comme tout, qui ont jamais consommé, là. Puis ils vont avoir des comportements peut-être des fois désagréables avec les autres, mais ils sont pas nécessairement conscients de ça. C'est des humains. C'est des humains comme tout le monde. Si vous voyez quelqu'un qui est dans la rue, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui a de l'air en détresse, ben, juste aller voir s'il est correct, juste lui faire un sourire, juste lui porter de l'attention, lui donner une sandwich, t'as 25 cents dans tes poches, tu sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec, mais peut-être qu'il va s'acheter un paquet de cigarettes, peut-être qu'il va s'acheter une caisse de bière, mais peut-être qu'il va aller manger aussi. Je sais que ma mère, moi, ma mère fait ça, tu sais. Elle travaille en ville, puis elle passe souvent proche des endroits où il y a des sans-abri, tu sais, puis elle fait des sacs, elle va mettre une brosse à dents, du change, des bonbons. Bon, mais c'est juste des petits gestes comme ça, tu sais. Puis c'est le sourire que ces gens-là. Je veux dire, ça m'est arrivé moi aussi d'être assis sur un coin, là, tout crotté, tout seul, là. Puis je veux dire, qu'une madame m'arrive avec un muffin et un café, là, wow, là. Ça a fait ma journée, là. C'est comme si on venait de me donner 100 000 $. Fait que non, mais c'est ça, riez pas d'eux, jugez-les pas, vous savez pas, vous pouvez vous ramasser du jour au lendemain. Puis je vous dirais que dans toute la souffrance que j'ai eue, là, au moment où je vous parle, là, je regrette pas. Je regrette pas. Qu'est-ce que ça a engendré chez moi, là, la qualité de personne, puis la profondeur, là.
Je voudrais pas changer pour beaucoup d'entre vous, en tout cas. Pour beaucoup d'entre vous. Si tu avais un message à passer, Si j'avais un message à passer, aimez-vous les uns les autres. Ouais. Puis arrêtez de regarder de si haut ou d'avoir peur d'eux autres. Pensez pas que c'est eux autres les méchants. L'autre est juste plus cru parce qu'on le voit directement. ça vaut la peine de dire que si on prend la peine de regarder ces personnes-là dans les yeux, on va les voir très différemment. Ben moi, je te dirais, prends pas la peine de leur donner de l'argent, mais prends plutôt la peine d'aller les porter une place où ils peuvent manger. Tu payes le repas, tu t'en vas. T'es sûr qu'ils iront pas se geler. Tu demandes pas un toxicamane de pas se geler, il se gèle. T'es sûr qu'il va se geler. C'est comme... Mais tu sais, en fait, assis-toi 2 minutes avec un itinérant. Ceux qui sont à Montréal, là, moi j'ai côtoyé des gens là, qui sont en santé, au niveau de la santé mentale, là, puis qui tournent là-dedans, qui tournent dans un système là, où ils ont même pas d'aide. Aider un peu plus, je sais pas, essayer de comprendre un peu plus. T'sais. Sortez de votre petit bulle. Il y a des gens qui travaillent à Joliette, des travailleurs de rue, puis ils font pas juste ça par métier, ils font ça par don de soi, heureusement, qui font la différence, parce que je serais rendu comme, arrêtez-vous un peu plus, juste un petit instant, juste un peu plus, c'est Francis Cabrel qui disait un peu plus d'amour que d'ordinaire, tu sais, parce qu'en fait, sans amour, on est rien. Je sais pas. Je parle à vous autres, les adultes. Parce que les enfants l'ont déjà, sont en train de me filmer. Fait que c'est comme s'ils étaient déjà prêts, ouverts à ça. C'est comme bravo. Bravo, l'autre génération, elle a une couple de sauvés. Hein. Merci beaucoup, Merci. Camille. Merci. Eh bien, bonjour, je vais te demander ton nom. Tu fais partie de la personne, des personnes qui ont pris le temps de venir filmer, Tommy et Vincent. On est curieux de savoir comment tu as vécu ça, ces témoignages-là. Moi, je m'appelle Médéric Lavallée. Moi, je m'appelle Océane. Moi, je m'appelle Coralie. Ben, ce que je peux dire, c'est que souvent, on n'a pas la chance de se rendre compte vraiment de ce qu'on a. Le fait que vous puissiez commenter devant la caméra, ça nous permet de comprendre que c'est pas tout le monde qui le facile. C'est inspirant. Je pense qu'être sensibilisé, on est dans un monde de sensibilisation. Quand on sensibilise les gens, ça nous aide à comprendre à un moment donné. On finit par faire « Ah, ouais, il a raison. » t'sais. Fait que c'est beau. Puis c'est le fun de voir que c'est vos vraies émotions, tu sais. Vous êtes pas des extraterrestres comme vous dites, là. Au contraire, vous êtes pas des acteurs, vous êtes vrais, là. Fait que c'est beau à voir. Moi, j'ai trouvé vraiment touchant vos témoignages. Puis j'ai trouvé que, comme en entendant vos témoignages, on peut plus comprendre ce qui vous arrive. Parce que nous, on vit pas ça. Fait qu'on sait pas qu'est-ce qui se passe. Et puis de vous entendre, ça fait qu'on comprend mieux. Puis qu'on peut plus arriver à nous mettre à votre place. Puis ça fait qu'on va plus réussir à, quand on voit un itinérant dans la rue, comprendre ce qu'il vit, puis justement, comme vous avez dit, de ne pas l'ignorer ou quoi que ce soit. Ben, j'ai vraiment trouvé ça vraiment touchant. Je vais me mettre un peu rire. Je sais pas pourquoi. Comme, ça m'a fait... je sais pas, là. Ça t'a touché? Oui, vraiment. Ça m'a donné une autre image. C'était juste vraiment beau ce que vous avez dit, là. C'est ça surprenant, est-ce que tu t'attendais d'entendre ça? Ben, oui pis non, là. OK. Ben, comme, genre, ça savais un petit peu, tu sais, parce que à télé, mais comme, entendre vraiment des gens qui l'ont vécu, c'est vraiment... Ça donne une autre image, là. C'est juste vraiment beau. Tu trouves-tu qu'il y a une différence, un clash, mettons, entre comment que les médias ramènent la réalité des itinérants versus comment eux-mêmes l'ont ramené? Ben, quand ça vient des gens qui l'ont vécu, c'est encore plus touchant, là. Je veux dire, c'est leur vécu. C'est juste ça. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.